Et bonjour Geoffroy-Antoine, Bonjour. vous êtes journaliste au JDD et vous avez suivi depuis quelques mois tout ce qui se passe en Ukraine. Et un de vos articles tout à fait intéressant nous avait révélé en janvier 2025 que 55 soldats de la brigade Anne de Kiev, formés en France, avaient déserté. Cette brigade Anne de Kiev, c'est un partenariat en quelque sorte entre l'armée ukrainienne et l'armée française. C'est l'un des nombreux partenariats entre les deux armées ukrainiennes et françaises. C'était aussi la volonté des gouvernements occidentaux de pourvoir à la modernisation de l'armée ukrainienne. Et ce qui s'est passé avec cette brigade, si vous voulez, c'est l'expression de trois antagonismes qui touchent aujourd'hui l'armée ukrainienne. C'est que d'abord, c'est une armée, par sa structure originelle, qui est soviétique, hein, puisque l'Ukraine est un ancien pays de l'URSS. C'est une armée extrêmement rigide, avec un commandement parfois un petit peu désorienté vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi une armée qui jouit d'un nivellement par le bas, parce qu'elle a intégré beaucoup d'éléments de la société civile, beaucoup de civils, donc c'est ce qui a permis à l'armée ukrainienne d'innover, notamment sur les questions de drones, de guerre électronique. Et c'est aussi une armée qui, parce qu'elle bénéficie d'armes occidentales, et notamment françaises, qui doit se plier des injonctions occidentales de modernisation, notamment sur le système des brigades. Or, l'armée ukrainienne aujourd'hui n'a pas réussi à intégrer ces nouveautés et souffre donc de dysfonctionnements profondément structurels qui ont mené à ce qu'on a vu avec cette brigade Anne de Kiev, c'est-à-dire des mauvaises dotations en armement, notamment en drones et en matériel de guerre électronique, c'est-à-dire un taux de désertion anormalement élevé, qui est expliqué d'une façon très simple, en fait, c'est que le commandement ukrainien ne comprend pas l'intérêt de moderniser et d'occidentaliser son armée. Résultat, en fait, il a pris les hommes de la brigade Anne de Kiev, il les a appliqués un petit peu sur toutes les portions du front, un front qui fait 1000 km, hein, rappelons-le, et donc ça a créé un taux de désertion largement supérieur à la moyenne. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous reçoit ce matin? C'est parce qu'en fait, la brigade Anne de Kiev, depuis quelques jours, est à nouveau sous les feux de l'actualité. Non seulement il y a ce taux de désertion, mais en plus, l'état-major ukrainien a ouvert une enquête pour corruption. Certains officiers étant soupçonnés d'abus d'autorité et d'avantages indus, avec des histoires absolument étonnantes, comme le fait que le patron de la brigade vendait en quelque sorte à ses hommes des certificats prouvant qu'ils étaient allés au front, ce qui leur permettait d'obtenir certains avantages financiers ou certains types de permissions. Et j'ai trouvé absolument remarquable que Emmanuel Macron était évidemment trempé dans cette histoire de la brigade Anne de Kiev. On a l'impression que tout ce que touche Macron se transforme irrémédiablement en bâton merdeux, pour le dire de cette matière-là. Et donc ces gens sont venus en France se former, on les renvoie en Ukraine et c'est l'une des pires brigades qu'ait jamais connue l'armée ukrainienne. Alors je serais un peu plus prudent que vous, je n'imputerai pas à Emmanuel Macron la corruption qui peut toucher non, c'est juste que voilà, certaines portions de l'armée ukrainienne. D'abord, une chose qu'il est important de préciser, si cette révélation sur la corruption de ce système ukrainien nous est parvenue, c'est aussi parce que l'Ukraine est une certaine forme de démocratie, qui a une presse libre et indépendante, notamment le média que vous avez cité, Ukrainska Pravda, média indépendant qui peut parler sans être censuré, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment la Russie, sur le système de corruption qui touche l'armée ukrainienne, de façon très publique et sans aucune censure gouvernementale. Maintenant, sur cette question, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers mois de la guerre, la quasi-totalité du commandement ukrainien a été décimée. Donc, la plupart des officiers de carrière, en fait, sont morts au combat. Donc, ils ont été remplacés par une nouvelle génération d'officiers, beaucoup moins formés, notamment à ces questions de probité. Et on a vu ces questions de corruption exploser, notamment sur la brigade Anne de Kiev. C'est pas la seule. Très récemment, il y a encore eu un autre article sur la 47e brigade mécanisée, dont le commandant a démissionné en Ukraine publiquement en l'annonçant sur Facebook pour des problématiques à peu près similaires à celles qui touchent la 155e brigade, donc la brigade Anne de Kiev. Il faut savoir qu'il y a un vrai problème de corruption en Ukraine. C'est évident, c'est difficile à nier. C'est quelque chose qui est encore structurel. Et qui ne touche pas que l'armée. Qui touche pas que l'armée, qui touche toutes les strates de la société civile, société administrative, etc. Maintenant, il faut aussi noter les efforts qui ont été faits pour ce pays pour tenter de s'extraire de cette spirale de corruption. Les classements internationaux montrent que l'Ukraine est parmi les pires pays au monde, mais qu'elle progresse depuis des années. Je pense qu'il faut encourager ça. Maintenant, sur la question d'Emmanuel Macron, on aurait pu espérer effectivement de la France un meilleur suivi. C'est-à-dire que c'est bien de former des soldats, c'est bien aussi d'assurer un suivi jusqu'à leur déploiement sur le front et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une enquête qui va être ouverte par les autorités ukrainiennes. On en saura plus sur les raisons exactes de cette corruption. Mais qui avait déjà touché la brigade Anne de Kiev, parce que je crois que non seulement ces hommes avaient démissionné, mais on avait déjà changé le responsable de la brigade il y a quelques mois. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu un licenciement il y a quelques mois. Il y avait eu des désertions lorsque la brigade était en France. Il y a eu à nouveau des désertions lorsque la brigade a été déployée en fait sur le front ukrainien dans la région de Pokrovsk. Alors il faut savoir qu'elle combat. À l'heure actuelle, moi j'étais à Pokrovsk il y a 3 semaines. On les a vus, les gars de la 155e,
Ils combattent notamment avec les systèmes d'artillerie qu'on leur a fournis, les Césars. Mais ce qui est très marrant à noter aussi, c'est que ça révèle aussi une incompréhension du commandement français et des commandements occidentaux. On a appris à travers cet article que, par exemple, la brigade Anne de Kiev n'a pas été fournie en drones. N'importe quel observateur qui suit le conflit ukrainien sait qu'aujourd'hui, les drones... C'est une brigade mécanisée, elle a été équipée en canon César, voilà, elle a une fonction précise, c'est plutôt de l'artillerie, mais effectivement, ne pas avoir de système d'acquisition de données tactiques. Il n'y a pas une seule brigade en Ukraine qui fonctionne sans drone. C'est vraiment l'évolution majeure de cette guerre, c'est-à-dire que pour voir, pour analyser, pour anticiper, pour viser, on a besoin de drones. Ne pas fournir de drones, ça montre qu'il y a aussi une incompréhension de la part de nos armées occidentales de ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien. Et c'est assez inquiétant pour notre propre armée. C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas à cette réalité de la guerre aujourd'hui, l'hypothèse où demain la France serait engagée dans un conflit haute intensité type ce qui se passe en Ukraine montre nos lacunes en la matière. Ça, c'est évident. Et Geoffroy Antoine, vous étiez effectivement sur le front ukrainien il y a 3 semaines, et vous y êtes alors que les pourparlers de paix sont engagés ou pas, alors que le cessez-le-feu est engagé ou non. Est-ce que l'état des troupes ukrainiennes et le moral des troupes et d'une manière générale de la population ukrainienne est dans l'espérance que le conflit s'arrête, dans la volonté de continuer à en découdre avec la Russie? C'est assez partagé. Alors, chez les militaires, il y a quand même, vous savez, ce sens du sacrifice. Ils ont tous perdu un ami, un frère, un proche, un cousin. Donc, il y a cette logique aussi très inscrite dans les mentalités. C'est la victoire ou rien. Chez les civils, c'est différent. Moi, j'étais dans le Donbass, donc des populations, pour la plupart russophones par ailleurs. Ça ne veut pas dire russophile, mais pour la plupart russophones, donc parlant russe, avec une certaine incompréhension de ce conflit. Ils ne comprennent pas pourquoi ceux qui étaient hier leurs frères les envahissent aujourd'hui. Il y a une lassitude totale. Ils vivent dans des bâtiments éventrés par les bombes, ils n'ont plus d'essai, ils n'ont plus d'eau, ils peinent à se fournir en nourriture. Évidemment, la paix, c'est plus qu'un mirage. Je veux dire, ils prient la paix tous les jours. En revanche, pour être tout à fait honnête, ils ne se tiennent pas informés, ils n'ont pas les moyens de se tenir informés d'éventuels pourparlers de paix qui ont lieu à Riyad, à Washington ou à Moscou. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'attente particulière vis-à-vis d'un dirigeant occidental ou d'un autre. Tout ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est la fin des combats. Et pour être très sincère, c'est pas pressant, je veux dire. Eu égard à la situation militaire, à ce qui se passe actuellement, la paix semble être une option qui reste encore lointaine. Alors, est-ce que l'armée ukrainienne vous paraît préparée à une poursuite de la guerre dans les mois à venir? L'armée ukrainienne est épuisée. 3 ans de guerre, elle a été elle n'a pas été anéantie, contrairement à ce que certains observateurs pensaient et avaient analysé au début du conflit. Elle continue d'exister, elle continue de vivre, elle est sur une stratégie de défense aujourd'hui. Elle n'est plus en mesure, je pense, de ce que j'ai vu en tout cas, de réaliser des percées offensives. C'est-à-dire que, pour être très clair, très concret, reprendre les territoires qui ont été conquis par l'armée russe, en l'état actuel des choses, c'est pas possible. En revanche, elle a su se moderniser, et là encore, c'est sa capacité à s'adapter à cette guerre nouvelle et ultra technologique, notamment grâce, non pas aux Occidentaux, mais grâce à un certain génie civil. L'armée ukrainienne, notamment depuis 2014, en fait, a su intégrer des composantes civiles dans son armée militaire, dans tout ce qui est usage de drones, usage d'imagerie satellite. Et c'est grâce à ça qu'elle résiste aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent le mur de drones, c'est-à-dire que le moindre véhicule russe, l'armée russe fonctionne vraiment par assaut mécanisé, donc vous savez, beaucoup de blindés, de véhicules qui partent à l'offensive vers des territoires, se font bloquer par les très très nombreux drones dont dispose l'armée ukrainienne. Donc c'est une stratégie défensive qui pour l'instant paye. Ça ne veut pas dire que les Russes ne progressent pas, mais ils progressent très très doucement. À ce rythme-là, le Donbass, encore contrôlé par l'Ukraine, ne sera pas pris avant peut-être 20 ans. Si l'armée russe ne fait pas évoluer ses stratégies et si l'armée ukrainienne continue à fournir et à disposer d'autant de drones, l'armée russe ne sera pas à Kramatorsk. Kramatorsk, c'est la dernière grande ville du Donbass encore sous contrôle ukrainien, avant une dizaine d'années. Ça, c'est certain. C'est vrai que le front évolue très lentement. La guerre éclair que paraissait promettre Poutine s'est transformée en une guerre d'usure. Voilà, 3 ans, vous nous l'avez dit. On est toujours surpris de la manière dont les experts militaires nous promettent soit une victoire éclair des Ukrainiens, soit une victoire éclair des Russes, nous disent à chaque redout que ça y est, tout va changer parce que enfin le sol devient meuble, ou au contraire, chaque fois que le froid arrive, que ça y est, tout va changer parce que enfin le sol redevient ferme. On a l'impression en fait que cette guerre déjoue toutes les conceptions nouvelles qu'on s'était formées d'une guerre de mouvement. On a l'impression que le rôle du chemin de fer, par exemple, est en train
d'être redécouvert. On se retrouve en 14-18 avec dire ah bah si en fait le fait de pouvoir avoir des chemins de fer qui permettent d'acheminer le matériel lourd sur le front est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez pu parler avec des militaires qui reconnaissent que les choses ne se passent pas du tout comme elles étaient prévues, conçues, pensées? Ah, bien sûr, mais vous savez, il y a un écart majeur entre les pronostics de plateau qu'on peut entendre ou voir ici ou là en France, en Allemagne et partout ailleurs, et la réalité du terrain, ça c'est évident. Maintenant, les militaires en Ukraine ne se posent pas forcément la question de quand la guerre va s'arrêter. Ils n'ont ni le temps ni l'occasion. Ils se posent plutôt la question comment je vais tenir mon front, comment je vais tenir mes tranchées, comment je vais essayer de sauver mes gars qui ont été pris dans une embuscade. La réalité, en revanche, pour l'armée ukrainienne, c'est qu'elle dépend très fermement et très fortement des aides occidentales, et notamment des aides financières. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tant que l'Ukraine ne sera pas perfusée à l'argent occidental, elle ne pourra pas résister indéfiniment. Ça, c'est évident. Donc, il y a quand même un facteur externe qui est bien présent, qui est bien là, et c'est le facteur américain, notamment en termes de renseignement. C'est marrant, j'avais rencontré des officiers du SBU, notamment en Ukraine, qui m'avaient dit... le SBU, pardon, c'est les services de renseignement, l'une des agences de renseignement ukrainiennes, renseignement militaire en fait, en gros, qui me disait on est très satisfait si jamais l'Europe nous prêtait ces agences de renseignement, mais vis-à-vis de ce que les Américains sont capables de fournir, c'est le jour et la nuit, en fait. C'est le jour et la nuit. Les Américains, typiquement, ils ont des satellites qui sont capables de visionner en temps réel les avancées de l'armée russe, là où les satellites européens vont mettre 1 ou 2 jours de mise à jour entre chaque nouvelle imagerie, en fait. Donc il y a un soutien américain qui, s'il se tarit et s'il disparaît, pourrait effectivement permettre, non pas l'effondrement de l'armée ukrainienne, mais permettre à l'armée russe d'effectuer des percées et d'éventuellement achever sa conquête du Donbass. C'est pas à exclure, et le commandement ukrainien en est parfaitement informé. Nous sommes en train de discuter avec Geoffroy Antoine, journaliste au JDD, de l'état actuel de la guerre en Ukraine. Nous reviendrons sur la brigade Anne de Kiev. Tout à l'heure, Édouard Husson, dans le grand entretien, nous parlera de la bande de Gaza. Geoffroy Antoine, revenons brièvement sur cette brigade Anne de Kiev. Donc, en France, une partie des soldats qui avaient été envoyés ont déserté. En Ukraine, des problèmes de corruption, et notamment sur sont-ils vraiment montés au front ou pas, dans quelle mesure le responsable de la brigade n'est-il pas en train de vendre des certificats de complaisance pour permettre de repartir à l'arrière? On sent qu'il y a chez ceux qui sont sur le front une volonté d'en découdre, et malgré tout qu'une partie de la population civile, elle, n'a aucune envie en fait de se transformer en soldat, parce que voilà, 3 ans de guerre, c'est des millions de morts. Vous avez entièrement des centaines raison. de milliers de morts, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui est très illustré en fait quand on va en Ukraine. Il suffit de discuter un petit peu. Moi, j'ai beaucoup discuté avec ma fixeuse, par exemple, qui était assez jeune, qui avait mon âge. J'ai pu discuter avec les civils. Zelensky, par exemple, est très respecté en sa qualité de chef de guerre en Ukraine. Il est très respecté en sa qualité d'homme international, de pouvoir aller. Il parle très bien anglais, il peut se déplacer à gauche, à droite. En revanche, là où il est extrêmement populaire, c'est sur la question de la conscription. C'est-à-dire que vous avez effectivement des jeunes hommes ukrainiens entre 23 ans et 45 ans qui peuvent être du jour au lendemain, parce qu'ils vont faire les courses, pris, en fait, kidnappés, entre guillemets, placés dans un minibus et envoyés au centre de formation, 45 jours de formation, et ensuite ils sont envoyés au front. Et ça, forcément, c'est moins populaire. C'est une source d'impopularité évidente. Donc il y a cette lassitude où on a des amis qui, du jour au lendemain, sont envoyés dans une tranchée, et puis il y a ceux qui se cachent. J'ai pu discuter avec ça. Ils se cachent, c'est terrible, vous n'avez plus de vie sociale. C'est-à-dire que vous vous cachez dans un appartement, vous demandez à vos amis d'aller faire vos courses, vous n'allez plus en cours, vous ne faites plus rien. Vous vous cachez dans votre appartement en espérant de ne jamais être repéré par le bureau de recrutement qui n'a aucune pitié. Comment est-ce qu'on réussit à se cacher dans un État moderne? Parce qu'en France, on a l'impression que c'est rigoureusement impossible. Ah oui, mais vous savez, l'Ukraine n'est pas dotée des systèmes de surveillance dont est dotée la France, ou encore pire la Chine, par exemple. Mais ça veut dire non à une certaine vie sociale, à un certain confort social, c'est-à-dire qu'on reste tapis dans un appartement, comme je vous le disais, en demandant à ses amis d'aller acheter de l'eau, d'aller acheter de la nourriture. On ne sort plus. De toute façon, il y a un couvre-feu partout en Ukraine. C'est-à-dire qu'à partir de 22h30 à Kiev, et beaucoup plus tôt dans les zones de guerre, il n'y a plus de sortie possible. Enfin, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de bar. Donc la question ne se pose pas pour ça. Mais voilà, on se reclue de la société en attendant que la guerre se termine. Mais ce qui est très difficile pour eux, c'est qu'à la fois, ils sont compris par une partie de la population, parce que tout le monde sait qu'en fait, les chances de survie dans cette guerre, quand vous êtes conscrit, c'est peut-être 50%. Et en même temps, ils sont méprisés. Ils sont méprisés parce qu'il y a des jeunes qui se sacrifient vraiment, et il y a eux qui ont le rôle de déserteurs, en fait, quoi, de couards. Et est-ce que dans l'ensemble de la société ukrainienne, Zelensky, vous l'avez souligné, est toujours
a toujours la faveur du peuple, mais malgré tout, il a des opposants. Et d'ailleurs, c'est l'une des critiques que lui adressent ses opposants, c'est-à-dire, si jamais il y avait des élections, il n'est pas certain que Zelensky soit réélu. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec la conduite de la guerre, y compris des gens qui eux-mêmes se sont battus, autrement dit, qui ont une légitimité et qui ne sont pas uniquement des tenants de la société civile incapables d'exister. Et est-ce que vous avez l'impression que Zelensky, malgré tout, a fait son temps et que les Ukrainiens sont prêts pour un autre président? De toute façon, ce qui caractérise l'Ukraine pour le moment, et même si c'est une jeune démocratie, c'est une démocratie. Donc Zelensky devra se soumettre un jour ou l'autre au suffrage des Ukrainiens. Il y a des opposants très actifs là où il est critiqué. Vous savez, Zelensky, c'est pas juste le président d'un pays en guerre. L'Ukraine, c'est aussi un pays avec une politique intérieure. Il est très critiqué, notamment pour son peu d'action, son peu d'engagement sur les problématiques de corruption. Et ses opposants sont les plus crédibles, en tout cas, sont pour la plupart issus de la mouvance nationaliste. Et le plus connu d'entre eux, c'est Valéry Zaloujny, qui est aujourd'hui ambassadeur au Royaume-Uni. Il a été mis un petit peu de côté. C'est ça, Zelensky l'a envoyé en dehors du pays pour être certain que ce soit plus simple. Lui est extrêmement populaire parce qu'en fait, il est proche de la mouvance nationaliste, patriotique, chrétienne, qui est en fait extrêmement populaire en Ukraine. Je veux dire, l'Ukraine, on a tendance à se leurrer, mais c'est une société très conservatrice, extrêmement conservatrice, et donc les Ukrainiens sont un peuple conservateur qui veulent élire à leur tête un homme d'État conservateur. Et d'ailleurs, les plus grandes mouvances anticorruption sont aussi les mouvances nationalistes, celles qui sont dépeintes par la Russie comme des officines néo-nazis. Le régiment Azov, avant d'être un régiment, c'est aussi un mouvement citoyen très très porté sur les questions certes de nationalisme, mais aussi de corruption. Vous avez Pravi Sector, le secteur droit, qui s'est fait connaître en 2014 lors de l'Euromaïdan. C'est pareil, c'est une mouvance extrêmement conservatrice, mais très portée sur ces questions de corruption. Très porté sur cette question de corruption et hélas aussi très porté sur un regard un peu bizarre sur le passé de l'Ukraine. Geoffroy, est-ce qu'il y a en l'état actuel une chance que la brigade Anne de Kiev soit dissoute? Il y a déjà 1200 défections sur 5000 soldats. On en est déjà à son deuxième chef de corps. Vous avez souligné les problèmes en fait d'utilisation de cette brigade. Voilà. Est-ce que Anne de Kiev va devenir le symbole d'une certaine faillite du pouvoir ukrainien avec son armée, ou au contraire le symbole d'une reprise en main vigoureuse de la manière dont ça fonctionne? C'est difficile de présupposer de quoi que ce soit. Je pense qu'elle a de grandes chances, non pas d'être dissoute, mais d'être dispatchée, c'est-à-dire le corps de la brigade en fait pourrait être dispatché et envoyé dans d'autres brigades, soit voisines, soit à plusieurs centaines de kilomètres de là où elle opère à l'heure actuelle. Elle n'est pas nécessairement symptomatique en sens où c'est pas la seule brigade à connaître ces problèmes de fonctionnement. C'est un peu ce que je vous disais au début. Tant que l'armée ukrainienne sera prise entre ces injonctions antagoniques de il y a une armée soviétique rigide qui doit s'occidentaliser parce qu'elle reçoit du matériel occidental et donc qui doit s'adapter aux manières occidentales, et en même temps le nivellement par le bas avec la société civile, il faut que l'armée ukrainienne se renouvelle en fait et s'adapte aux réalités de la guerre, comme l'armée russe l'a fait. Rappelez-vous, 2022, l'armée russe se prend une déculottée pas possible aux alentours de Kiev. Et 3 ans après, elle s'adapte, elle évolue, et aujourd'hui, elle enregistre des gains territoriaux. Je pense que c'est à l'armée ukrainienne désormais de faire sa mue. Merci beaucoup, Geoffroy Antoine.